Sujet d'informatique et de modélisation du concours PT 2015 qui concernait la transmission par badge RFID. La partie modélisation a été mise ici en fin de sujet. Pour la partie informatique, on avait une première partie qui traitait du tracé avec le temps, les ordonnées, les abscisses, etc. Puis une partie qui traitait de l'aire explicite et implicite. Ensuite, on avait une partie sur le codage d'informations avec le bit de parité et le code de Hamming. Et enfin, on avait une lecture de fichier texte et l'utilisation des données de ce fichier texte de manière assez précise avec des tests. Et enfin, des questions sur le SQL. Alors, le code numérique de la puce RFID est transmis au lecteur par une modulation d'amplitude, ou AM, Amplitude Modulation, c'est-à-dire que le niveau bas et le niveau haut étaient transmis respectivement par un niveau de tension à 1,3 volts ou à 1,5 volts. Ensuite, pour garantir la qualité de l'information, cet état logique était transmis sur 16 périodes, donc par exemple ici l'état bas, puis sur 16 périodes éventuellement sur l'état haut. On rappelle qu'il existe une deuxième type de modulation, c'est la modulation de fréquence, FM ou Frequency Modulation. Alors, question relativement facile qui nous demandait d'établir une liste de temps compris entre 0 et Tmax avec un pas dt. Le sujet ne nous orientait pas vers la solution traditionnellement connue de numpy.arrange avec un début, une fin et un pas réel, mais vers une solution plus traditionnelle. Si le temps Tmax ne comportait pas un nombre entier de pas dt, à ce moment-là, le sujet nous demandait de prendre la valeur immédiatement supérieure. Donc se poser la question du nombre de points à créer. Pour cela, le mieux est de faire un petit tableau, de prendre par exemple un temps d'étude de 2 secondes avec un pas de 0,1 et de voir qu'on a besoin alors de 21 points, soit 2 divisé par 0,1, mais plus 1. Si cette fois vous prenez toujours un temps d'étude de 2 secondes avec un pas de 0,15, alors vous voyez que vous avez besoin de 15 points, soit 2 divisé par 0,15 qui fait 13 plus 2. Donc on s'orientait vers deux situations. Si le reste de la division était nul, à ce moment-là, on prenait la valeur entière de la division plus 1, donc c'est ce que j'ai établi tout à l'heure, c'est cette situation-là. Et sinon, on prenait la valeur entière de la division plus 2. Ensuite, la création de la liste comportait juste la méthode append, ou on aurait pu utiliser une méthode par compréhension de liste, comme ceci, ou on aurait pu utiliser cette méthode qui marche aussi très bien. Alors le problème paraissait simple puisqu'il suffisait à chaque instant t de la liste temps établie précédemment de calculer finalement E0 sinus de πft. Le problème c'est que le E0 dépendait d'où on se situait. Sur les 16 premières périodes du signal, il était égal à 1,3, puis sur les 16 suivantes, il était égal à 1,5, etc. Donc le problème c'est qu'à l'instant ti pris dans la liste temps, il fallait savoir à quel nombre, quel numéro de période on était. Dès qu'on avait atteint le nombre de 16, il fallait basculer sur un autre E0. Alors, comment on fait ? On parcourt un temps dans la liste T, d'accord ? Ensuite, comment on fait pour savoir le numéro de période à laquelle on est ? Tout simplement, on divise ce temps T par la période. Par exemple, ici, si on est au temps T 0,32 secondes et qu'on divise en division entière par 0,1, on sera à la période numéro 3. Bien sûr, diviser par la période revient à multiplier par la fréquence. Une fois qu'on a trouvé ce nombre de périodes, par exemple ici 3, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'utiliser pour la division entière avec la période qui, elle, est la période de modulation, c'est-à-dire les 16 valeurs qui sont ici. Pourquoi fait-on ça ? Parce que tant qu'on sera inférieur à 16, la division entière sera égale à 0. 3 divisé par 16, 4 divisé par 16, etc. Et dès qu'on va atteindre la valeur 16, donc la 16e période, à ce moment-là, la division entière va nous donner 1 pour les 16 suivantes valeurs. Et puis dès qu'on va dépasser la valeur 32, à ce moment-là, la division entière par 16 va donner j égale 2. Ça permet d'avoir un indice variant de 0, 1, 2, etc., toutes les 16 valeurs. Et ça, on l'utilise pour parcourir le message, puisque l'indice j correspond à la position du message numérique. Voilà, donc une fois qu'on a identifié le nombre de périodes où on était, qu'on a trouvé finalement l'indice j correspondant au message à transmettre, on a juste à tester si cette valeur est de 0. À ce moment-là, on prend la valeur minimum 1,3. Sinon, on prend la valeur maximum 1,5. Et ensuite, on renseigne une liste avec la valeur donc E0 sinus de πft avec le E0 qui a été établi ici. Lorsque l'on parle, les variations de notre voix correspondent à des variations d'amplitude. Si on greffe ce signal sur un signal porteur, comme celui-là, on obtient le signal suivant.
Lorsqu'on souhaite à la fin retrouver la valeur de notre voix, après l'avoir par exemple transmis sur des ondes radio, on va finalement chercher à détecter l'enveloppe du signal. Pour ça, on utilise ce montage qui s'appelle détecteur d'enveloppe, qui correspond à peu de choses près à ce montage, à la différence près qu'ici on va avoir une tension de seuil de par exemple 0,6 volts, et que cette tension de seuil, ici, du fait que l'on positionne la diode après un ampli-op de gain très important, eh bien on aura une tension de seuil très très faible. Du coup, ça revient à appliquer la tension E, puisque V plus égale V moins, aux bornes du condensateur. Donc lorsque E augmente, à ce moment-là, on charge le condensateur, la diode est passante. Voilà. Il suffira de vérifier que le condensateur est capable de se charger suffisamment vite. Ça correspond à cette partie-là du signal. Voilà. Ensuite, lorsque E diminue, par contre, on sait que cette fois-ci, le condensateur, étant donné que la tension S est supérieure à E, à ce moment-là, le condensateur va se décharger dans la résistance en respectant l'équation différentielle suivante, qui dépend de la constante taux. Et donc, on va avoir la courbe de décharge suivante. Et là, à ce moment-là, la diode est bloquée. Alors, question très classique, on prend l'équation différentielle, on approxime le ds sur dt par un delta s sur delta t. Delta s sur delta t, c'est la sortie suivante moins la sortie actuelle du signal sur l'intervalle de temps. On extrait la sortie suivante, c'est ce qu'on recherche, et on l'exprime en fonction de la sortie précédente. Donc ça permet de voir ici que lorsque le système est très rapide, la constante de temps taux est faible, à ce moment-là, ce terme-là est grand, et à ce moment-là, la sortie suivante peut d'autant plus être différente de la sortie précédente. Dans le cas contraire, si taux est grand, c'est-à-dire le système est lent, à ce moment-là, ce terme-là est faible, et du coup, la sortie sera quasiment égale à la sortie précédente. Alors, je rappelle que la méthode d'Euler permet, à partir de l'équation différentielle d'un système, d'évaluer son comportement. C'est-à-dire qu'on va utiliser une approximation de la dérivée. Le truc, c'est qu'il y a deux manières d'approximer une dérivée. Soit, on sait, c'est un delta S sur delta T, c'est-à-dire la pente. Mais la pente, elle peut être évaluée par la flèche bleue, c'est-à-dire ce delta S là sur le delta T, ou par la flèche rouge, le delta S cette fois-ci c'est celui-là, divisé par delta T. Le premier cas, c'est la méthode explicite, donc on évalue en avance, et puis la deuxième méthode, c'est la méthode implicite. Les deux méthodes, bien sûr, sont justes, mais donnent des expressions légèrement différentes. Ici, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on avait besoin de savoir si le condensateur était suffisamment rapide pour suivre le signal d'entrée, donc on avait à respecter cette condition. Si on approxime la dérivée en avance, c'est-à-dire qu'on remplace ici ds sur dt par s de ti plus 2 moins s de ti plus 1, finalement, ça veut dire qu'on est censé connaître la sortie suivante. Mais la sortie suivante, ici, du fait qu'on ne sait pas si la diode est bloquée ou passante, on ne peut pas l'évaluer. Donc ici, le sujet nous orientait vers le fait qu'on se basait sur ce qui s'était passé avant, et on approximait la dérivée par cette expression-là qui tenait compte de l'instant d'avant. On remplaçait dans l'équation différentielle, donc pas de problème, il n'y a pas de difficulté particulière, sauf qu'on décale l'indice de la dérivée, et on obtient la nouvelle expression, la nouvelle condition. Alors, question qui résumait un petit peu les questions précédentes, c'est-à-dire qu'on voulait connaître, à partir de la fonction solve, l'évolution du signal de sortie. Le sujet indiquait que la diode était initialement passante, le premier signal de sortie était initialisé à 0, on parcourait toute la liste de temps en veillant à ne pas dépasser l'indice, et puis on calculait le delta t qui, étant donné qu'il était constant, aurait pu être calculé en dehors de la boucle. Ensuite, on traitait les deux cas, soit la diode est passante, et à ce moment-là, la sortie est égale à l'entrée, on utilise ici SI, que l'on rajoute à la liste S, et on vérifie que la diode reste bien passante, c'est-à-dire qu'elle doit respecter cette équation. Si ce n'est pas le cas, elle devient bloquée. Sinon, si la diode n'est pas passante, à ce moment-là, elle respecte l'équation établie en question 3, c'est-à-dire celle-là, et la sortie donc est ajoutée à la liste S à partir de ce calcul. Et même logique que tout à l'heure, on vérifie que la diode ne devient pas passante, c'est-à-dire que si la sortie est inférieure à l'entrée, à ce moment-là, la diode devient passante, et on repart, et on va établir sur ce niveau, cet état-là. Ici, on perdait un petit peu de temps sur notamment l'utilisation des indices antérieurs d'un niveau de deux niveaux. L'utilisation de la fonction solve, on la voit ici, à partir de la liste temps, de la liste valeur, et avec le taux qui a été choisi ici arbitrairement. Le tracé donnait ce résultat-là. On voit qu'il y a un petit problème de choix de pas de calcul.
puisque la représentation n'est pas tout à fait cohérente par rapport à la constante de tantôt. Alors, question assez facile, hein, puisque ici, on voyait très bien sur cette figure que le pas était le plus grand. Et puis, entre ces deux figures, ces deux zooms, on voyait très bien que le pas le plus précis était celui-là, et puis que celui-là était intermédiaire. Alors, la question était très facile, elle permettait de voir, comme on l'a vu à la question précédente, qu'en fonction du pas de calcul, la représentation graphique pouvait donner un résultat qui était erroné, hein. On voit bien la différence notamment entre celui-là et celui-là. Et comme on souhaite établir les niveaux logiques, eh bien il faudra choisir un pas de temps adapté. Alors ici, le calcul du bit de parité était simple. Il y a deux méthodes. Il y a des gens qui comptent le nombre de 1 et des gens qui font la somme des 1. Bon, en tout cas, il était assez facile de déduire si on était pair ou impair. On voyait bien ici qu'on avait quelque chose de pair, là quelque chose d'impair et là quelque chose d'impair aussi. Alors, une fonction parité qui permettait de connaître la parité d'un mot binaire qui était fourni sous la forme d'une liste de 1 et de 0. Donc là, plusieurs solutions sont proposées. Prenons la première. On initialise le nombre de 1, on parcourt tous les termes du mot binaire de la liste, et puis on incrémente la variable nombre de 1 en fonction de la valeur trouvée ici dans la liste. Ensuite, méthode extrêmement connue, on prend le reste de la division entière de ce qu'on a trouvé par 2, et on va trouver 0 ou 1 si c'est pair ou si c'est impair. À précision, bien sûr, ça fonctionne pour 0 et pour 1. 0 divisé par 2 en division entière, ça fait 0 avec un reste de 0. Et 1 divisé par 2 en division entière, ça fait 0 avec un reste de 1.
Alors en effet, le bit de parité n'est pas une solution très fiable, hein. On voit sur ces deux mots où deux bits ont été changés, on voit que le bit de parité évidemment n'a pas changé alors qu'il y a deux erreurs. Donc cette méthode est assez limitée, elle ne permet de voir que lorsqu'il n'y a qu'une seule erreur. Il fallait absolument répondre à cette question puisque les autres questions qui suivaient donnaient en fait la réponse, hein, en fait, à cette question. Alors le sujet proposait un encodage suivant Hamming, le code Hamming, qui permettait bien sûr d'être beaucoup plus fiable que le seul bit de parité. Donc à partir d'une donnée qui était un mot binaire sur 4 bits, on allait construire un mot sur 7 bits, sachant que cette fois-ci on calculait 3 bits de parité. Donc la question est relativement simple. Ici je crée une nouvelle liste à partir de la liste initiale, avec une méthode par compréhension que l'on reconnaît ici. Ici, j'aurais pu marquer nouvelle donnée égale donnée de i, etc. Et à la place ici de D1, j'aurais marqué nouvelle donnée de 0, nouvelle donnée de 1, nouvelle donnée... Bon, c'est juste pour des raisons de clarté, donc ça ne change pas grand-chose. Ensuite, on a le calcul des 3 bits de parité, pas de difficulté particulière, et le retour de la liste ordonnée telle que le sujet nous proposait. Alors, il s'agissait ici de décoder le message. Donc, le sujet nous proposait de calculer 3 bits de parité. Alors, même méthode que tout à l'heure, je duplique le message initial ici avec une méthode par compréhension de liste. J'aurais pu marquer ici nouveau message. Je calcule les 3 bits de parité comme le sujet me l'indique. Et le sujet m'indiquait que normalement C1, C2 et C3 devaient être nuls, mais que sinon, il donnait la position de l'erreur, mais en binaire. C'est-à-dire qu'ici, on avait le poids numéro 4, le poids ici 2 et le poids 1. Donc c'est ce que je fais ici, je calcule la position de l'erreur avec ces différents poids. Ça me donne la valeur décimale de la position de l'erreur, l'indice de position de l'erreur. Et comme le sujet me l'indiquait, si cette position n'est pas nulle, j'indique qu'il y a une erreur de transmission à la position donnée. Et là, moi j'ai choisi d'écraser la valeur du message initial. J'aurais pu dupliquer, mais j'ai écrasé. J'ai tenu compte du fait que la position qui était donnée ici partait de l'indice 1 et non pas l'indice 0 comme en Python. Donc j'ai décalé d'un indice. Et tout simplement, j'ai interverti le 0 par le 1 et le 1 par un 0. C'est-à-dire que si message vaut 1, ici ça fera 0. 1 moins 1, ça fera 0. Si message vaut 0, 1 moins 0, ça fera 1. C'est une méthode assez connue pour intervertir le 1 et le 0. Ensuite, je crée un nouveau message décodé à partir des 4 valeurs que j'ai cette fois-ci qui sont bonnes du message initial, comme le sujet m'indiquait, avec les indices de position correspondantes. Si par contre j'avais pas eu d'erreur, c'est-à-dire que si la position de l'erreur C1, C2, C3 avait été nulle, à ce moment-là, je prenais directement les valeurs du message initial. J'ai testé ici sur 2 valeurs, donc on voit qu'ici j'ai bien une erreur de transmission sur le bit numéro 5, on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, j'ai une erreur sur ce bit-là. Après interversion de ce bit-là, je vais renvoyer les 4 valeurs correspondantes à mon mot initial, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1. Alors on appliquait ici l'encodage et le décodage de Hamming qui était proposé à partir du mot binaire qui était ici le suivant. On prenait les 3 bits de parité, par exemple P1, D1, D2, D4, c'est-à-dire D1, D2, D4. Ici, on trouvait une parité de 0. On effectuait la même chose sur les 2 autres bits de parité, que l'on mettait à la place correspondante donnée dans le sujet. Et puis le mot initial se retrouvait ici, comme le sujet nous l'indiquait. Ensuite, il nous demandait d'intervertir les 2 premiers bits, de créer 2 erreurs. À ce moment-là, lors de l'opération décode Hamming, qui a été vue précédemment, on calcule les 3 bits de parité ici, C1, C2, C3, à partir de M4, M5, M6, M7, donc qu'on retrouvait ici. Et on trouvait donc 0, 1, 1, c'est-à-dire en binaire, c'est-à-dire une position 3 en décimale. Donc le sujet ici me disait qu'à la position 3, ici, j'avais une erreur, qu'il fallait que je mette un 0. Et on voit bien sûr que c'est faux en fait. On voit bien, et ça confirme la réponse à la question 11, dans le cas où on a 2 erreurs, eh bien ce principe n'est pas adapté. Alors on rajoutait ici une sécurité supplémentaire pour éviter le problème sur les 2 erreurs, c'est-à-dire qu'on rajoutait un bit de parité aux 7 bits qui ont été précédemment établis. Et on s'aperçoit que par rapport à un code initial, voilà le code qui serait le code initial, où on rajouterait
un bit de parité de 0. On s'aperçoit dans le cas où on a 2 erreurs, on trouve 0, et dans le cas où on a une erreur, on a 1. Donc en fait, pour être sûr d'appliquer la méthode précédente, il faut que le bit de parité, ici, soit différent du bit de parité initial. Si le bit de parité est le même que celui-là, à ce moment-là, ce sera inadapté. Alors, lecture de fichier texte, je rappelle qu'on ouvre le fichier avec la fonction open, qu'ensuite ligne, c'est l'ensemble des lignes du fichier, puisqu'ici on a readlines, qu'ensuite id titre, c'est la valeur entière de la première ligne lue, c'est-à-dire celle-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit un fichier texte, on importe des chaînes de caractères, donc on a besoin de les convertir en entier. Donc id titre est bien un entier qui vaut cette valeur-là. Ensuite, données titre, on prend la ligne suivante, c'est-à-dire ligne 1, c'est-à-dire ça, on lui enlève la fin de ligne, anti/n, et on utilise le séparateur avec la virgule. Donc données titre est la liste composée de 1, de 3 et de ça, en chaîne de caractères. Donc ensuite, zone est la liste comprenant les deux, donc données titre 0 et données titre 1, c'est-à-dire 1 et 3, que l'on prend la peine de convertir en entier. Et donc on a bien une liste composée de 1 et de 3, une liste de 2 entiers. Pour date fin, donc il y a une petite erreur sur ch date fin dans le sujet, on prend données titre 2, c'est-à-dire ça, qui est encore en chaîne de caractères, on utilise le séparateur avec le tiret, et donc on obtient une liste comprenant les 3 chaînes de caractères 2015, 08 et 31. Alors là, le sujet nous proposait d'extraire les valeurs de ces 3 lignes-là. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait varier un indice de 2 à 5, puisque bien sûr on part de l'indice 0. Donc ici, on va avoir l'indice de 2, 3, 4, et non pas 3, 4, 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspirait de la question précédente, c'est-à-dire qu'on crée une variable data qui consiste à lire chaque ligne, à enlever la fin de la ligne et à utiliser le séparateur point-virgule. Donc on se retrouve finalement avec ce terme-là et ce terme-là dans une liste. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise ce terme-là, on le resépare en deux. Donc ce terme-là, c'est ça. On le resépare avec le séparateur ici adapté. Et puis ce terme-là, l'heure, on le data 1, donc on le resépare avec le point-virgule. Ensuite, on construit une liste, et ça c'est une méthode c'est quelque chose qu'il faut connaître. L'addition de deux listes donne une liste. Donc ici, on additionne la liste date, la liste heure, et on rajoute le data 2. Data 2, c'est ce terme-là, qui est bien présenté sous forme de liste. Donc on additionne 3 listes, ça nous donne une liste comprenant tous les termes qui nous intéressent. Simplement, ils ne sont pas sous le bon format puisqu'ils sont encore en chaîne de caractères. On aurait pu les convertir dès le départ, mais bon, on va le faire à la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tous les termes de passage, donc for chain in passage, on prend la valeur, on convertit en entier la chaîne de caractères et on crée une nouvelle liste, par exemple, passage. Alors, le sujet nous demandait de vérifier que deux dates, qui étaient fournies sous forme de deux listes, de vérifier qu'une date était antérieure à une autre. Alors, les étudiants ont souvent tendance à utiliser les if, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en cascade les choses suivantes, c'est-à-dire on va dire oui, si cette date-là est inférieure à celle-là, et si ça est inférieur à ça, et si ça est inférieur à ça. Le problème, c'est que ça fait mettre en cascade tout un tas de if, et le problème, c'est que l'ordre est important. C'est-à-dire que si vous changez l'ordre, data, là vous mettez 1 au lieu de 0, bah ça ne marche plus. Donc moi, je préconise l'utilisation d'une équation logique qui là est indépendante de l'ordre dans lequel vous l'écrivez. C'est-à-dire que le retour de cette équation logique, ça va être true ou false. Donc ce sera vrai si vous avez la date 1 qui est inférieure ou égale à la date 2, à l'indice 0. Donc ça là. Pareil pour l'indice 1 et pareil pour l'indice 2. Donc on retrouve la même structure que ça, mais vraiment il faut privilégier l'utilisation d'une équation logique plutôt qu'une mise en cascade de if qui dépend de l'ordre dans lequel vous les mettez. Voilà. Alors à partir de 2 heures qui étaient données sous forme de deux listes de type heure, minute et seconde, on nous demandait d'évaluer le nombre de secondes compris entre heure 1 et heure 2. Finalement, le plus dur ici était quand même de s'apercevoir que cette question qui traînait en fin de sujet était extrêmement facile, puisque bien sûr, bon, après avoir défini la fonction,
on n'avait pas besoin d'utiliser des variables intermédiaires comme souvent vous avez tendance à le faire. Vous faites directement un retour en indiquant que voilà, le nombre de secondes, bah, là le retour c'est R10 moins R20 affecté du poids 3600 puisque ce sont des heures. Pareil pour les minutes affectées du poids 60 et directement et ici avec les secondes. Donc surtout ne définissez pas de variables intermédiaires, c'est pas forcément utile. Et surtout essayez de voir que cette question est facile. Alors là, c'était une question qui prenait beaucoup plus de temps, mais qui certainement était très brillante le jour du concours, car finalement pas si difficile que ça. Il s'agissait de tester le passage. Il y avait 4 situations qui faisaient que c'était refusé, que nous précisait le sujet. Donc d'abord, il fallait comprendre que le passage était enregistré, ici, dans une variable passage, avant d'être mis, par exemple, dans le fichier texte. Que l'heure de passage s'appelait maintenant et qu'elle était enregistrée sous ce format-là. Et puis qu'il y avait une liste noire de cartes qui n'était pas acceptable, que la personne qui avait son badge enfin, avait accès à un certain nombre de zones, et que le point de passage aussi était censé être connu. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tester les 4 situations, c'est-à-dire que si le titre qui était indiqué ici, donc moi j'ai par exemple ici testé ce titre-là, faisait partie de la liste noire que moi j'ai pris ici comme exemple, à ce moment-là on refusait le titre, ça c'était facile. Si la zone n'était pas dans la liste de zones autorisées. Donc à noter, note in, c'est très pratique. Donc la zone ici, moi, j'avais défini 1, 2 et 4. Or, ici, la zone qui est concernée lors du passage, c'est 1. Donc ici, il n'y a pas de problème, mais par contre, si je mets 3, ici, il va me retourner que ça n'est pas valide dans cette zone. Bon, pas très difficile, mais le problème, c'est d'organiser tout ça. Ensuite, on définissait la date à laquelle on était, parce que le maintenant, en fait, comprenait en fait l'ensemble, l'année, le mois, le jour, l'heure, etc. Donc, il fallait prendre que les 3 premières valeurs de la date, c'est-à-dire ici 2014, 10 et 21. Ça permet de se rappeler que c'est comme ça qu'on fait pour prendre l'indice 0, 1 et 2. Et puis ensuite, donc, si on était avant, ça c'est la fonction qu'on a vue à la question précédente, si on testait et avant entre la date de fin qui était indiquée sur le passage ici, par exemple ici, moi la date de fin, elle est ici, puis il se trouve qu'ici c'est le 15-9-2014. Si cette date est antérieure à la date maintenant qui était, moi j'ai indiqué que c'était le 21-10-2014, à ce moment-là il m'indique que le titre est expiré, comme je l'ai testé ici. Voilà. Ensuite, dernier point était le plus difficile, il fallait vérifier que lors des 3 derniers passages ici, le point passé ici ne correspondait pas à celui qui était concerné par notre passage. Là par exemple on est au point de passage 981, il ne fallait pas que pendant les 3 derniers passages il y ait déjà eu le point 381 ou sinon avant 450 secondes. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Moi je me fixais la dernière ligne ici du fichier. Donc je prenais un indice i qui était l'n de passage moins 1. Hein, si on a 5 lignes, je me retrouve à l'indice 4. Donc i, ici, c'est l'indice 4. Donc quand je vais tester ici if passage de i, en fait, c'est cette ligne-là. Le 6, c'est pourquoi? Parce que on l'a vu dans une des questions précédentes. Ça, c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est passage i, 6. S'il correspond à id point, c'est-à-dire que c'était l'id point, il n'était pas marqué, il était indiqué par moi ici, et que le nombre de secondes entre l'heure de passage, donc l'heure de passage, c'était, elle était indiquée, alors l'heure de passage, elle était indiquée, oui, c'était passage 3 de points. Pourquoi? Parce que l'heure de passage, c'était les 3 derniers termes ici. Donc c'est comme ça qu'on l'écrit, donc c'était une bonne manière de réviser ça. Il fallait le comparer avec passage i. Donc passage i, je rappelle, c'est cette ligne-là. Et il fallait récupérer l'heure ici qui était compris entre les indices 3 et 6, c'est-à-dire 3, 4, 5. Donc si le nombre de secondes entre ces 2 heures-là était inférieur à 450, alors je disais que le titre avait déjà été validé. Et ensuite, je faisais quoi? Je décrémentais i pour remonter d'une ligne. D'accord, i égale i-1, et j'incrémentais j parce que je ne souhaitais que tester les 3 dernières lignes. Donc j étant égal à 1 la première fois, il sera égal à 2, puis à 3, on ne fera que les 3 dernières lignes de notre fichier texte. Voilà, une bonne question pour réviser tout un tas de choses.
Alors une requête, donc une requête où on souhaite afficher les dates et les heures, donc ici qui font partie de la table passage, à qui on a donné l'alias P, donc tout le début est classique. Ensuite on a besoin de faire une jointure avec la table point. Pourquoi? Parce qu'après dans le test, ici, on a des choses qui font appel à la table point et des choses qui font appel à la table passage. Donc on effectue une jointure sur la clé étrangère entre les deux tables. Ici, c'était l'identifiant, ID point et ID des deux tables. Et ensuite, on effectue la sélection en disant qu'à la fois, on veut que ça soit la ligne 1 et que la date soit supérieure à cette date-là et inférieure à cette date-là. Alors, une requête qui consiste à établir le nombre de passages. Donc, quand on dit nombre, ça veut dire qu'on utilise l'outil d'agrégation count, d'accord? Donc, select count. Ensuite, il y avait deux techniques, soit on utilisait la jointure, soit on utilisait le produit cartésien. Moi, à titre personnel, je préfère quand même la jointure parce qu'on différencie la notion de jointure de table avec la sélection where, alors que là, on inclut tout dans le where. Donc, la jointure ici concernait trois tables, la table passage, la table point et la table titre, sur lesquelles il fallait faire attention à les relier par leurs clés respectives. Donc ça, c'est pas particulièrement difficile. Une fois qu'on avait relié les trois tables par leurs clés respectives, il suffisait d'établir la sélection avec la date et les zones. Voilà.